Mon père m'a frappé devant toute notre famille élargie quand j'ai refusé de déménager au sous-sol pour que mon frère au chômage et sa femme enceinte puissent avoir ma chambre. Il ne savait pas que je payais l'hypothèque et toutes les factures depuis des années. 3 jours plus tard, ils ont découvert ce qui se passe quand l'argent ne coule plus. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une belle journée, peu importe où tu te trouves. J'aimerais que tu écrives en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le bourdonnement de mon ordinateur était le seul son qui avait encore du sens. C'était un bruit propre, régulier. Le son de la logique et de l'ordre, des uns et des zéros construisant des mondes dans un écran lumineux. Ici, dans ma chambre d'enfant devenue bureau à distance, j'étais un créateur, un résolveur de problèmes. J'étais développeur principal à 22 ans. Le genre de réussite que mes parents aiment raconter à leurs amis. Mais de l'autre côté de cette porte, tout devenait flou. La logique ne fonctionnait plus. De l'autre côté de cette porte, je n'étais qu'Ethan, le fils cadet fiable, le distributeur automatique humain, le pilier silencieux qui tenait une maison en train de s'effondrer doucement. La porte grinça et l'odeur du rôti et de l'angoisse entra avec elle. C'était ma mère, Sharon, tenant une assiette avec une part de tarte aux pommes. Son sourire était chaleureux, entraîné, celui qu'elle faisait quand elle s'apprêtait à demander quelque chose. « Tu travailles si dur, mon chéri », dit-elle en posant l'assiette sur le coin de mon bureau, dangereusement près d'une pile de manuels techniques. Je ne sais pas comment tu fais pour regarder cet écran toute la journée. C'est comme ça qu'on fabrique les saucisses, man, répondis-je avec un sourire fatigué. Je déboguais une faille critique depuis 6 heures et mon cerveau ressemblait à des œufs brouillés. Elle m'a lissé les cheveux, un geste qui datait de mon enfance mais qui, maintenant, ressemblait à un avertissement. On est si fiers de toi. Tu le sais, pas vrai? Je sais, man. Sa main resta sur mon épaule. Écoute, chérie, je sais que ce n'est pas le bon moment, mais je regardais les reçus des courses, et tout est tellement plus cher ce mois-ci. Il me manque environ $200 pour les grosses courses de ce week-end. Je ne l'ai pas regardé. Mes yeux restaient sur l'écran, mes doigts au-dessus du clavier. Je savais qu'elle avait déjà fait des courses importantes 3 jours plus tôt. J'avais vu les sacs. Je savais aussi que mon père, Marc, parlait de s'acheter de nouveaux clubs de golf. Je n'ai rien dit de tout ça. J'ai juste hoché la tête, pris mon téléphone et ouvert mon appli bancaire. Pas de souci, murmurai-je en tapotant l'écran. Je t'envoie ça. Tu me sauves la vie, soupira-t-elle, soulagée tout de suite. Elle se pencha et m'embrassa sur la tempe. C'est ça la famille, on se soutient. Elle ramassa la tasse vide sur mon bureau. Je vais te chercher un café frais. Alors qu'elle quittait la pièce, sa phrase fétiche resta dans l'air. C'est ça la famille. C'était l'excuse pour tout. C'était la raison pour laquelle la moitié du prêt immobilier, pour une maison dont je ne suis même pas propriétaire, était prélevée automatiquement sur mon compte chaque mois. C'était la raison pour laquelle la facture d'électricité, l'abonnement internet ultra rapide, essentiel à mon travail, et la facture d'eau étaient tout à mon nom, payées par mois. C'était la raison pour laquelle j'avais vidé une grosse partie de mes économies l'hiver dernier pour réparer le toit après une tempête, pendant que mon père se plaignait que les entrepreneurs étaient des voleurs, et que moi je signais le chèque en silence. C'était la raison pour laquelle j'avais co-signé pour la voiture de ma mère. Et quand les paiements sont devenus trop lourds pour elle, je l'ai simplement repris. Je me suis adossé à ma chaise, les ressorts ont gémi. Je justifiais tout ça avec une pensée aussi simple que dangereuse. Ça garde la paix. Mon père était un homme fier, incapable de supporter l'idée d'être vu comme un raté. Ma mère était fragile, toujours préoccupée par les apparences. Mes contributions leur permettaient de garder l'image d'une vie confortable et stable de classe moyenne. C'était mon cadeau secret pour eux. Un cadeau qu'ils n'avaient jamais reconnu et que je n'avais jamais évoqué. La porte d'entrée a claqué. Les pas lourds de mon frère ont résonné sur le plancher en bois. Un moment plus tard, la porte de ma chambre a été poussée sans qu'on frappe. C'était Ryan, mon frère aîné, 25 ans, qui dégageait cette fausse assurance typique de quelqu'un qui n'avait jamais fait face à une vraie conséquence. Il s'adossa contre le chambranle, un sourire moqueur sur les lèvres. Toujours en train de sauver le monde avec ta magie d'informaticien? Je paie juste les factures, Ryan, dis-je, d'un ton plus plat que prévu. Journée difficile, souffla-t-il en se passant la main dans ses cheveux parfaitement décoiffés. J'ai eu un super entretien dans une boîte de logistique. J'ai assuré. Mais le manager était un vrai con. Il m'avait dans le nez dès le départ. C'était la même histoire que le mois dernier, juste avec un nom d'entreprise différent. Il était le roi des « presque ». Toujours victime d'un monde qui ne comprenait pas son « potentiel ». Il me regarda de haut en bas. « Et, tu peux me prêter $50 ? Je sors Mélissa ce soir. Faut qu'on fête la nouvelle. » Mélissa,
C'était sa copine depuis 3 mois. La nouvelle, c'était qu'elle était enceinte. Fêter. Demandai-je en haussant un sourcil. Ou paniquer. Fit-il en fronçant les sourcils. Et, détends-toi, c'est une bonne nouvelle. Il entra dans la pièce, sa voix devint plus basse. Je te rembourse dès que je suis sur pied. C'était sa promesse habituelle, usée jusqu'à la transparence. Mais je vis la panique derrière son air sûr de lui. Il était mon frère. Alors j'ai fait comme toujours. J'ai sorti mon vieux portefeuille en cuir de ma poche, pris 2 billets de 21 de 10, et les lui étendus. Éviter la dispute valait bien $50. Ce soir-là, j'étais en appel vidéo avec Liam, mon meilleur ami depuis la maternelle. Il était le seul à connaître toute l'histoire financière avec ma famille. Son visage pixelisé sur mon deuxième écran affichait une expression de choc. Ils te font payer la fête pour un bébé qui va empirer leur situation? Ethan, t'écoutes ce que tu dis? T'es pas un fils. T'es une filiale. T'es le département RD et le revenu principal d'une entreprise familiale en faillite. Ce n'est pas comme ça, argumentai-je, les mots avaient un goût de cendre. Je les aide. Ils sont juste dans une période difficile. Ils sont dans une période difficile depuis ton premier bonus d'embauche. Lança Liam, la voix plus forte. Ils considèrent ton salaire comme une ressource familiale. Ton père s'achète des clubs de golf, ta mère a sa voiture, Ryan reçoit de l'argent pour sortir, et toi tu dors encore dans la chambre que t'avais à 15 ans. C'est une arnaque, mec. Quand est-ce que tu vas ouvrir les yeux? Je n'avais pas de réponse. Je regardais juste mon reflet dans l'écran noir. Un visage pâle, fatigué, me regardait en retour. Le réveil est arrivé 1 semaine plus tard. Mes parents et Ryan étaient surexcités à propos des préparatifs du mariage et du bébé. Toute la maison vibrait d'une énergie agitée. Pendant le dîner, mon père s'est éclairci la gorge. Un son qui annonçait toujours un discours. Il a souri à Ryan, puis à moi. Tu sais, avec le bébé qui arrive et Ryan et Melissa qui commencent leur nouvelle vie ensemble, il va falloir qu'on fasse des ajustements. Des gros changements nous attendent. Il a posé une main lourde et possessive sur mon épaule. C'est une période excitante, un moment où la famille doit vraiment rester soudée. Le mot « ajustement » s'est posé dans mon estomac comme une pierre. J'ai regardé les visages souriants autour de la table. La fierté exagérée de mon père, la joie émue de ma mère, la satisfaction arrogante de mon frère. Et pour la première fois, je ne me sentais pas comme un membre de la famille. Je me sentais comme une ressource qu'on allait exploiter. La discussion familiale est arrivée 2 jours plus tard. Ils m'ont fait asseoir dans le salon, sur le vieux canapé à fleurs qui avait absorbé des années de tension silencieuse. Mon père s'est installé dans son fauteuil habituel, son trône depuis lequel il donnait ses ordres. Ma mère était assise sur le bord du pouf, se tordant les mains. Ça ne ressemblait pas à une conversation. C'était un jugement. Ethan, commença mon père d'une voix grave et sérieuse. Ta mère et moi, on a beaucoup réfléchi à l'avenir, à cette famille. Il fit un geste large, comme pour inclure toute l'idée de « famille ». Ryan et Melissa ont besoin d'un bon départ. D'une vraie chambre, pour construire leur nid, pour accueillir notre premier petit enfant. Je restais silencieux, mon cœur battant un peu plus vite. Je voyais exactement où il voulait en venir. Il se pencha vers moi, avec un sourire complice. On a trouvé une solution parfaite. Une manière pour toi de contribuer vraiment à la famille. On va te faire descendre dans la chambre du sous-sol. Elle est spacieuse, et ça donnera aux jeunes mariés l'intimité dont ils ont besoin dans ton ancienne chambre. Il l'a dit comme s'il m'annonçait un prix ou un honneur. Il ne demandait pas. Il m'informait d'une décision déjà prise. Le sous-sol. Ai-je fini par dire. Les mots me semblaient étrangers dans la bouche. Papa, il n'est même pas fini. C'est une boîte en béton. Arrête de dramatiser, dit-il en agitant la main. On mettra un tapis, une lampe sympa. Ce sera cosy. Un vrai repère de célibataire, ajouta ma mère d'une voix douce et suppliante. Vois ça comme ta contribution pour ta future nièce ou ton futur neveu, mon chéri. C'est un sacrifice, oui, mais un beau sacrifice, pour la famille. Un sacrifice. Il me demandait de déménager toute ma vie. Mon espace de travail, mon refuge, le seul endroit vraiment à moi dans cette maison. Dans une cave humide, sombre, et ils appelaient ça un beau sacrifice. Plus tard, je suis descendu voir moi-même. J'ai tiré la vieille chaîne métallique et une ampoule nue de 60 watts a jeté des ombres déformées sur les murs. L'air sentait le moisi et la terre froide. Une grosse tache d'eau en forme de toile d'araignée s'étalait sur le mur du fond. Un fantôme de l'inondation de l'hiver dernier. Je pouvais encore voir les marques laissées par l'ancien banc de muscu de mon père.
Et là où mon vieux vélo d'enfant avait rouillé. J'ai passé la main sur le mur en béton rugueux. Il était froid et légèrement humide au toucher. Un grillon mort était recroquevillé au sol, près de la vieille chaudière qui gémissait. Ce n'était pas un repère de célibataire. C'était une tombe. Et ils voulaient m'y enfermer. Le lendemain, j'ai essayé de leur parler à nouveau. Je les ai rejoints dans la cuisine pendant que ma mère faisait du café. Écoutez, ai-je commencé en essayant de garder un ton calme et logique. Je comprends que vous voulez aider Ryan. Moi aussi, je veux l'aider. Mais je ne peux pas travailler dans le sous-sol. Mon boulot nécessite un environnement stable, sec et sécurisé. J'ai du matériel informatique pour plusieurs milliers de dollars. Plusieurs écrans, des serveurs. J'ai besoin de circuits électriques dédiés, de l'Ethernet câblé dans ma chambre. Le Wi-Fi n'atteint même pas le sous-sol. Mon père lisait les pages sportives à la table. Il ne leva même pas les yeux. Tu trouveras bien une solution. C'est toi le malin. Ce n'est pas une question d'intelligence, papa. C'est une question de logistique. Mon boulot, celui qui paie l'Internet au débit que vous utilisez, dépend de cette installation. Oh, Ethan, ne complique pas tout, soupira ma mère en se retournant. Son visage affichait une lassitude déçue. Tu fais tout un drame. Pense au bébé. Ton frère a besoin de ça. Ton frère a besoin de ça. Les 4 mots qui avaient dirigé toute ma vie. Ryan avait besoin d'un nouveau vélo, alors on lui avait donné le mien. Ryan avait besoin de soutien scolaire, alors on avait réduit mon argent de poche pour payer ça. Ryan avait besoin, et Ethan fournissait. Mais cette fois, ce dont il avait besoin, c'était de ma dignité. Ce soir-là, j'ai entendu Ryan et Melissa parler dans le couloir. Je me dirigeais vers la cuisine pour boire un verre d'eau quand je les ai entendus chuchoter. Je sais pas, Mel, disait Ryan, hésitant. C'est sa chambre, tu vois? Il bosse dedans. Sois réaliste, répondit Melissa. Sa voix était tranchante, froide. On a besoin d'espace. On attend un bébé. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Vivre au sous-sol? Lui, c'est un gars célibataire. Il peut gérer. Il est intelligent. Il s'en sortira. Sois pas trop tendre. Il faut penser à notre famille, maintenant. Ryan resta silencieux un instant. Ouais, t'as raison. L'entendre dire ça, aussi clairement, sans honte, a solidifié quelque chose en moi. Pour elle, je n'étais pas de la famille. J'étais un obstacle. Une ressource à utiliser. Et mon frère, celui qui aurait dû être mon allié, était trop faible pour me défendre. Trop facilement influencé par la solution la plus simple. Le lendemain, mon téléphone a vibré. C'était ma tante Carole, la petite sœur de mon père. Elle était la brebis galeuse de la famille, celle qui avait quitté l'État et qui préférait l'honnêteté aux apparences. J'ai entendu la nouvelle, dit-elle, sa voix sèche. Ton père m'a appelé pour me parler du bébé de Ryan et du merveilleux nouveau plan de logement. J'ai juste soupiré. Ouais. Ethan, dit-elle, sa voix devenant plus douce. Je vais te dire ça une seule fois. Tu as toujours été un bon garçon, un bon fils, un bon frère. Mais parfois, être trop bon fait que les gens oublient ta valeur. Ils finissent par voir ta gentillesse non pas comme un cadeau, mais comme une obligation. Ne les laisse pas t'effacer. Ces mots ont fait l'effet d'une bombe silencieuse. Ils ont fait remonter à la surface des années de soumission silencieuse. Ne les laisse pas t'effacer. C'était exactement ce qu'ils faisaient. Effacer mes besoins, mon espace, mes efforts. Jusqu'à ce qu'il ne reste que ma fonction. Ce soir-là, j'ai reçu l'email d'invitation à la réunion annuelle de la famille Miller, un barbecue dans notre jardin. Mon père m'a coincé près de l'escalier. Et, champion, dit-il en me tapant dans le dos un peu trop fort. Pendant la réunion, je vais t'annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Tu vas aider ton frère. Ce sera génial. On va montrer à toute la famille qu'on est soudés. Voilà. C'était le point de non-retour. Il allait transformer mon humiliation en spectacle public. Il allait m'utiliser comme accessoire dans sa pièce de théâtre, où il joue le patriarche bienveillant. Un froid glacial a envahi ma poitrine. Ce n'était pas de la colère brûlante. C'était une clarté glaciale. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je ne plaiderai plus ma cause en privé. S'il voulait rendre ça public, alors ma réponse serait publique aussi. Je me suis assis à mon bureau. Le bourdonnement de mon ordinateur m'apaisa. J'ai ouvert mon compte bancaire en ligne. Méthodiquement, je suis remonté mois par mois, année par année. J'ai fait une capture d'écran de chaque virement pour le prêt immobilier, étiqueté Hypothèque Miller. J'ai pris une capture d'écran de chaque facture de service public payé, électricité, eau, Internet.
J'ai retrouvé la facture de 8 000 $ pour la réparation du toit. J'ai récupéré les preuves de paiement pour la voiture de ma mère. J'ai tout sauvegardé dans un dossier sécurisé sur mon téléphone. Pas par vengeance, mais pour ma propre paix mentale. C'était une preuve. La preuve que je n'étais pas fou. La preuve que mes contributions étaient bien réelles. La preuve que j'avais le droit de dire non. Je ne réagissais plus. Je me préparais. Il voulait faire une annonce publique? Très bien. Moi aussi, j'en ferai une. Le jour de la réunion est arrivé. Un jour lumineux, joyeux à en devenir étouffant. Notre jardin, d'habitude tranquille, s'était transformé en scène de théâtre pour la comédie familiale parfaite. L'air sentait le charbon et l'herbe fraîchement coupée. Mes oncles, que je ne voyais qu'une fois par an, riaient trop fort en retournant les steaks sur le grill, leur bière dégoulinant de condensation. Mes tantes s'extasiaient devant le petit ventre rond de Mélissa, donnant des conseils non demandés. Les enfants, la bouche pleine de pastèques, couraient et criaient dans l'herbe. C'était le tableau parfait de la famille américaine heureuse. Et moi, je me sentais comme un fantôme. Je marchais dans la foule avec une canette de coca à la main, offrant des sourires crispés et des réponses vagues. Je sentais le regard de mon père posé sur moi de l'autre côté du jardin. Il était dans son élément, debout à côté de son nouveau barbecue flambant neuf. Un achat que je soupçonnais d'avoir été payé avec l'argent que j'avais donné à ma mère pour les impôts fonciers. Je me suis installé près du vieux chêne, sirotant lentement ma boisson, regardant le spectacle. Ryan jouait parfaitement le rôle du futur père. Une main protectrice sur l'épaule de Mélissa, acceptant les félicitations avec un air de fierté sérieuse. Ma mère voltigeait d'un groupe à l'autre comme un colibri, s'assurant que chaque assiette était pleine et chaque verre rempli. Puis mon père tapa un couteau contre sa bouteille de bière. Le bruit coupa les discussions nettes. Toutes les têtes se tournèrent. C'était son moment. Il passa un bras autour de ma mère et la serra contre lui. « Comme vous le savez, dit-il, nous avons une merveilleuse nouvelle dans la famille Miller. Mon garçon Ryan et la charmante Mélissa vont devenir parents. » Quelques applaudissements et cris de joie s'élevèrent. Il attendit que le bruit retombe, son sourire s'agrandissant. Et dans ces moments-là, la famille montre sa vraie force. Elle montre comment on s'entraide, comment on soutient les nôtres. Il balaya la foule du regard, jusqu'à croiser mes yeux. Il me désigna avec sa bouteille. Et je n'ai jamais été aussi fier de mon autre fils, Ethan, qui aide son frère et Mélissa à démarrer leur vie dans les meilleures conditions. Ethan, avec tout son cœur, a généreusement offert sa chambre. Et il va se faire un nouvel espace à lui dans le sous-sol. Il me regardait comme un roi qui attend qu'on s'incline. Voilà le genre d'homme qu'il est. Voilà le genre de famille que nous sommes. Applaudissez Ethan. Quelques personnes commencèrent à applaudir, les yeux pleins d'admiration. Ryan rayonnait. Ma mère tamponnait ses yeux avec un mouchoir. Un calme étrange m'envahit. Le bruit de fond de la fête s'effaça en un bourdonnement sourd. C'était comme si je regardais un film, le mien. Je pris une grande inspiration. En fait, papa, dis-je. Ma voix n'était pas forte, mais claire et stable. Elle traversa le jardin devenu silencieux. Il y a eu un malentendu. Les applaudissements cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers moi. Le sourire de mon père se figea. Je ne vais pas donner ma chambre. Je le regardais droit dans les yeux. Un silence pesant tomba. Le seul son qu'on entendait, c'était le grésillement des steaks sur le barbecue. Le visage de mon père, qui rayonnait quelques secondes plus tôt, commença à rougir, sa colère montant du cou. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-il d'une voix basse, menaçante. Ryan s'avança, les sourcils froncés. « Mec, c'est quoi ton problème ? On en avait parlé, c'est juste temporaire. »« Mon problème, Ryan, dis-je en me tournant vers lui, c'est que ma chambre est aussi mon bureau. Le bureau où je travaille, celui qui paie pour. » Je n'ai jamais pu finir ma phrase. Mon père bougea plus vite que je ne l'avais vu bouger depuis des années. Il franchit la distance entre nous en 3 grandes enjambées. Avant que je puisse réagir, son bras se leva. Le claquement de sa paume ouverte contre ma joue fut sec et horrible. Comme une branche qui casse. L'impact me fit tourner la tête. Un bruit de stupeur parcourut la foule. Pendant une seconde, le monde entier se réduisit à la brûlure sur ma joue. Et un sifflement aigu dans mes oreilles. Je sentis un goût de sang. Ma dent avait coupé l'intérieur de ma joue. Ma poitrine se serra, comme si quelqu'un avait noué du fil barbelé autour de mes poumons. Je tournai lentement la tête pour lui faire face. Il respirait fort, les yeux remplis d'une fureur que je ne lui avais jamais vue. Ma mère poussa un cri étranglé.
Je touchais ma joue. Elle commençait déjà à gonfler. Je regardais mon père. L'homme qui venait de frapper son fils devant 30 personnes. Parce qu'il refusait d'être expulsé de chez lui. Tu m'as frappé, murmurai-je. Puis, un peu plus fort, ma voix tremblante de colère froide. Tu m'as frappé pour une chambre. Je fis un pas en arrière, mettant un peu de distance entre nous. Je regardai au-delà de lui, vers le visage horrifié de ma mère. Vers l'expression choquée et soudain coupable de Ryan. Vers les visages stupéfaits de mes oncles et tantes. Parlons de ce que j'ai payé, dis-je. Et ma voix était forte maintenant. Je sortis mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais mon but était clair. Je levai l'écran pour que tout le monde voie. Cette famille reste soudée? Cette famille se soutient? Depuis 2 ans, je paie la moitié de l'hypothèque de cette maison. Tous les mois. Je fis glisser l'écran. Je paie l'électricité qui fait cuire vos hamburgers. Je paie l'Internet au débit que tout le monde utilise ici. Quand le toit fuyait l'hiver dernier, ce n'est pas l'assurance qui a réglé la facture de 8 000 $. C'était moi. Je regardais ma mère. La voiture avec laquelle tu es venu ici aujourd'hui? C'est moi qui fais les paiements aussi. Je baissai le téléphone, ma voix plus calme mais tout aussi ferme. Cette chambre, ce n'est pas un cadeau que vous pouvez donner à quelqu'un. C'est la seule chose dans cette maison que je n'ai pas encore payée. Alors ne me parlez plus jamais de sacrifice. Le silence était total. Mon père était figé, le visage passé du rouge à des plaques blanches. Sa rage était retombée, remplacée par une incrédulité muette. Ma mère pleurait à présent à gros sanglots, la main sur la bouche. Ryan semblait au bord du malaise. Il évitait mon regard. C'est ma tante Carole qui bougea la première. Elle s'approcha de moi, posa une main sur mon bras. « Viens, Ethan, dit-elle doucement. On s'en va. » J'ai hoché la tête, sans quitter mon père des yeux. Je l'ai laissé me guider. En marchant devant ma famille. Devant les ruines de cette image parfaite qu'ils avaient tenté de construire. Je ne ressentais pas de victoire. Je ressentais un vide immense. « Ethan, attends !» s'écria ma mère, la voix brisée. Je ne me suis pas arrêté. J'ai traversé le portail latéral, monté dans ma voiture. Et j'ai fermé la porte. Le claquement de cette portière fut le son le plus décisif que j'ai jamais entendu. J'ai tourné la clé. En m'éloignant de la maison, j'ai vu mon père debout sur la pelouse. Une statue brisée. Au milieu de sa fête détruite. La première nuit, je l'ai passée dans une chambre d'hôtel anonyme et froide. La climatisation était trop forte. Les draps trop raides. Mais il y avait du silence. Pour la première fois depuis des années. Les seuls besoins que j'avais à gérer, c'étaient les miens. Je n'ai pas répondu aux appels ni aux messages désespérés. À la place, je me suis assis sur le bord du lit. Le visage éclairé par la lueur de mon ordinateur portable. Et j'ai commencé à démanteler, point par point, la structure que j'avais construite autour de ma famille. Ce n'était pas un acte de colère. C'était un acte de conséquence. Aussi calme et logique que de corriger une ligne de code. Je me suis connecté à ma banque. Le virement automatique du prêt immobilier vers le compte de mon père? Annulé. Je suis allé sur le portail des services de la ville. L'électricité, l'eau, l'Internet, tous les services que je payais étaient désormais programmés pour être coupés pour non-paiement. Immédiatement. Pour le compte de la voiture de ma mère. J'ai changé le mot de passe et supprimé le paiement automatique. Chaque clic était un petit fil de dépendance que je coupais. Quand j'ai eu terminé, j'ai bloqué tous leurs numéros. Et j'ai éteint mon téléphone. J'avais besoin de silence. 3 jours plus tard, je suis retourné à la maison. Liam m'accompagnait. Présence silencieuse et rassurante, pour laquelle j'étais profondément reconnaissant. Je venais juste récupérer mes affaires de travail, mon ordinateur et quelques vêtements. Le reste, il pouvait le garder. La maison était anormalement silencieuse quand on s'est garé. Aucune lumière. Même s'il faisait gris et nuageux. Elle avait l'air vide. Ma clé fonctionnait encore. On est entré dans une obscurité lourde. L'air était froid, légèrement rassis. Le bourdonnement familier du frigo avait disparu. On les a trouvés dans le salon. Assis comme des fantômes. Dans la lumière grise de l'après-midi. Mon père était affalé dans son fauteuil. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. Ma mère était sur le canapé. Le visage gonflé, taché de larmes. Ils m'ont regardé en entrant. Les yeux pleins de peur et de désespoir. « Ethan », chuchota ma mère en se levant. « Dieu merci que tu sois là. Le courant est coupé. L'Internet aussi.
On a reçu un courrier, une lettre urgente pour l'hypothèque. Je sais, dis-je calmement. J'ai arrêté de payer. Mon père bougea enfin. Tu as fait ça? Cracha-t-il. Sa voix brisée. Version faible de son ton d'ordinaire si autoritaire. Tu laisserais ta propre famille dans le noir? Tu m'as frappé devant tout le monde, répondis-je. Sans aucune émotion dans la voix. Je pense qu'on n'a pas la même définition du mot famille. C'est là que ma mère s'est effondrée. Le masque de déception fatigué s'est brisé. Et une détresse brute, hideuse, est sortie. Tu ne comprends pas, sanglota-t-elle en faisant un pas vers moi. On avait besoin de cet argent. On ne pouvait pas faire sans. Besoin pourquoi? Des nouveaux clubs de golf? Demandai-je. La vieille amertume revenant d'un coup. Non. Cria-t-elle. Et enfin, toute la vérité. Toute la honte accumulée pendant des années. Est sortie d'un seul coup. Pour l'autre hypothèque. Celle qu'on a prise il y a des années. Pour les cartes de crédit. On se noie. Ethan, on se noie depuis des années. Ton argent, c'était la seule chose. La seule chose qui nous gardait la tête hors de l'eau. Je ne savais plus quoi faire. Elle s'est effondrée sur le canapé. Secouée de sanglots. Le secret était dévoilé. Ce n'était pas seulement de l'abus ou de l'ingratitude. C'était un fondement pourri de dette et de honte. Qu'ils avaient caché à tout le monde, y compris à moi. Ils ne m'utilisaient pas pour du luxe. Ils m'utilisaient pour survivre. Et tout ça en me traitant comme un problème. Liam posa une main sur mon épaule. Un signe silencieux qu'il était prêt à m'aider à monter mes affaires. Alors qu'il montait, Ryan apparut dans le couloir. Il avait mauvaise mine. Le visage pâle, les yeux rouges. Son sourire habituel avait disparu. Remplacé par une honte profonde, évidente. Il me bloqua avant que je puisse suivre Liam. Il ne regardait pas nos parents. Il me regardait, moi. Ethan, dit-il d'une voix à peine audible. Je suis désolé. J'ai attendu sans dire un mot. Quand papa t'a frappé, et que t'as parlé de toutes ces factures. Je ne savais rien de tout ça. J'ai tout pris pour acquis. Je pensais que papa gérait tout. Il secoua la tête, peinant à trouver ses mots. J'ai toujours été jaloux de toi, mec. Tu as ce super boulot. Tu maîtrises ta vie. Et moi, j'ai rien. Ses yeux se remplirent de larmes. Je vais devenir père. Et je suis un raté. J'avais peur de ne pas pouvoir assurer pour mon enfant. Alors j'ai juste suivi le mouvement. C'était plus facile que d'admettre que j'étais nul. Je suis vraiment désolé. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. À ce moment-là, il n'était plus l'enfant roi. C'était juste un homme effrayé. Confronté enfin à la vérité sur lui-même. Mes parents essayèrent une nouvelle tactique. Ils me supplièrent juste de rallumer le courant pour qu'on puisse parler. Mon père proposa même un accord. Je pouvais garder ma chambre si je reprenais les paiements. Je secouai la tête. Je marchai jusqu'à la table basse. Et posai une carte de visite dessus. C'est un conseiller en crédit à but non lucratif, leur dis-je. Il peut vous aider à regrouper vos dettes. Et à établir un vrai budget. C'est votre première étape. Puis je regardai Ryan. C'est ton réveil, dis-je d'une voix ferme, mais sans dureté. Ton enfant n'a pas besoin que tu sois un homme à succès. Il a besoin que tu sois un homme, tout court. Prends tes responsabilités. Arrête de les laisser te traiter comme un enfant. Et arrête de me laisser être leur banque. C'est ta famille, maintenant. C'est à toi d'en prendre soin. Je me suis tourné et j'ai monté les escaliers avec Liam. Pour finir de vider ma vie de cette maison. Les semaines suivantes furent floues. Visite d'appartement, démarches, déménagement. J'ai trouvé un petit studio en centre-ville. Avec de grandes fenêtres et une vue sur la ville. C'était à moi. Chaque centimètre carré. Le silence était profond. C'était le son de la paix. Ma tante Carole devint mon ancrage. Elle m'appelait tous les 2 ou 3 jours. Pas pour ragoter. Juste pour prendre de mes nouvelles. Elle m'a dit que mes parents avaient fini par appeler le conseiller en crédit. Ils avaient dû vendre la maison, ma maison d'enfance. Et déménager dans une petite location à l'autre bout de la ville. La façade s'était enfin, définitivement, écroulée. Environ 1 mois après mon départ. J'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'est Ryan. J'ai trouvé un boulot dans un entrepôt. Je travaille dur. J'ai commencé à payer mon propre forfait téléphonique. Merci pour le réveil. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Puis j'ai répondu simplement. De rien. Bonne chance. Ce n'était pas encore le pardon. Mais c'était un début.
Une nouvelle fondation, construite sur les ruines de l'ancienne. Parfois, je me tiens devant ma fenêtre, regardant les lumières de la ville. Et je pense à eux. Je ne ressens plus de colère, ni de triomphe. Je ressens surtout une tristesse tranquille, pour la famille que je croyais avoir, et une immense gratitude, pour la paix que j'ai appris à me construire. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai juste arrêté de me brûler vif, pour les garder au chaud. Ils ont dû apprendre à créer leur propre lumière. C'est fou comme on voit enfin sa propre valeur, quand on arrête de payer pour que les autres l'ignorent.